Eh bien déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de webinaires sur le rôle des élus dans la politique Natura 2000. Donc, juste avant de commencer, comme à notre habitude, je vous rappelle juste quelques principes de participation. Pensez à bien couper vos micros s'il vous plaît et à utiliser le chat pour poser vos questions ou partager vos remarques. On se chargera avec ma collègue Léa Chariol qui m'accompagne aujourd'hui de partager ensuite vos remarques à l'ensemble des participants. Et comme vous avez pu le constater, le webinaire est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous invite à désactiver votre caméra. Alors juste avant de céder la parole à Jean-Luc Blaise, qui est notre élu porte-parole de la mission interréseau Natura 2000 et Territoire, je souhaitais juste rapidement vous présenter le calendrier des webinaires pour 2024. Donc, comme l'année dernière, cette année, on aura également deux sessions de webinaires avec celui d'aujourd'hui qui est axé sur la communication. Et on aura également une prochaine session qui est prévue le 26 septembre prochain et dont le thème reste encore à définir. Donc, si vous avez des suggestions à nous partager, je vous encourage à nous les inscrire dans le chat. Jean-Luc, je te laisse maintenant la parole si tu veux dire quelques mots d'accueil à nos participants. Oui, merci Aurélie Léa. Bonjour à tous et à tous, hein. Alors, je vais pas être très long parce que le réseau, je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous le connaissez déjà. Je laisserai assez rapidement donc la parole à Aurélie parce que ce qui est important, bah, c'est qu'on parle de la communication dans le réseau. Juste un petit rappel, si vous n'étiez pas encore inscrit au congrès Natura 2000 de Busan fin juin, il y a encore quelques places. Je crois, Aurélie, on va relancer des inscriptions. Les préinscriptions sont terminées. On est déjà nombreux, hein, mais il y a encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aurélie ou à vous connecter pour vous inscrire au congrès Natura 2000 de Bussang dans les Vosges cette année, hein. Voilà, j'en dirai pas plus. Sur la session 2, le thème peut aussi être alimenté par vos demandes. Donc n'hésitez pas à faire remonter des questionnements ou autres vers Aurélie notamment, hein. Et on a volontairement pas mis un thème tout de suite pour le deuxième semestre parce qu'on veut aussi coller à l'actualité, aux besoins des territoires et à vos interrogations. Voilà, bah, bons travaux. On est très nombreux là. Je vois qu'on est 127 connectés au moment où je vais couper mon micro pour laisser la parole à Aurélie. Bons travaux à tous. Merci Jean-Luc. Alors, aujourd'hui, on vous propose d'aborder le thème de la communication. Donc, c'est un thème qu'on a choisi parce qu'il ressort très souvent des échanges et des discussions que l'on a avec les élus quand on organise ou co-organise des événements au niveau régional ou au niveau national. Et c'est un sujet qui suscite pas mal d'interrogations, notamment sur les outils qui peuvent être utilisés pour mieux communiquer. Juste pour précision, le but du webinaire, ça va pas être de recenser tous les outils disponibles parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ça va plutôt être de vous présenter quelques principes fondamentaux sur la communication et ensuite de les illustrer avec des exemples et des retours d'expériences concrets. On va voir tout d'abord en introduction pourquoi communiquer dans le réseau Natura 2000, auprès de qui et comment. On aura ensuite une première partie où on vous proposera un aperçu des outils qui sont développés au niveau national et au niveau local. Alors ça signifie pas qu'il n'existe pas d'outils qui sont réalisés à d'autres échelles, comme l'échelle régionale ou en intersite. C'est tout simplement une décision qu'on a prise de ne pas les aborder aujourd'hui, notamment en raison du temps qui est imparti pour ce webinaire. On aura un petit temps d'échange après cette présentation et on aura ensuite le retour concret du syndicat mixte du bassin de Thau qui nous présentera la campagne de sensibilisation qu'ils ont conçue sur les herbiers de Zoster. Et enfin, dans une deuxième partie, on aura une présentation d'un projet de communication qui est basé sur les sciences comportementales et qui a été développé par le Parc naturel régional des Baronnies provençales.
Et donc pour ce retour, on aura Frédéric Roux, qui est vice-président au PNR en charge de l'écotourisme et des sports de nature, et Quentin Martinez, qui est chargé de projet Natura 2000 au PNR. On va poursuivre avec la présentation de l'introduction. Donc Léa, je te laisse prendre la suite de la présentation. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne régulièrement Aurélie sur les webinaires et sur la communication de la mission Interréseau Natura 2000 et Territoires. Je prends rarement la parole lors des webinaires et en fait là du coup ma prise de parole de ce matin sera pour vous donner un petit peu quelques éléments de compréhension globale de ce qu'est la communication. Donc l'objectif du webinaire n'est pas de faire de vous des communicants expérimentés, mais au moins vous donner quelques clés de compréhension. Donc tout d'abord, il faut savoir que la communication s'articule autour de trois grands piliers. Donc le premier pilier, ça va être la définition de vos objectifs. Donc c'est un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez dire, qu'est-ce que vous voulez obtenir et quelle image en fait vous voulez renvoyer. Donc ces objectifs peuvent se traduire par faire savoir, faire aimer et faire agir. Bien évidemment, ils peuvent se cumuler entre eux. Donc ça va vraiment être l'un des premiers piliers pour articuler et organiser sa stratégie de communication. Le deuxième pilier, ça va être d'identifier ses cibles, donc de savoir à qui on va s'adresser. Donc, dans le cas Natura 2000 et de vos mandats, ça peut être les autres élus, ça peut être les visiteurs ou les touristes qui viennent sur le site. Ça peut également être les professionnels, donc les partenaires ou les agriculteurs, ou encore d'autres usagers plus spécifiques tels que les chasseurs ou les pêcheurs. Donc voilà, donc c'est vraiment important de définir ces cibles parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à chacun à chacune de ces cibles. Et enfin, le troisième pilier, ça va être de définir le message. Donc, qu'est-ce que vous voulez le dire et comment vous voulez le dire. Qu'en fait, le message, c'est vraiment la configuration générale que prend le discours tant sur le fond que sur la forme. Donc on verra avec Aurélie un petit peu après les différents formats que peuvent prendre ces messages. Et en fait, il est important de décliner ces messages à la cible, encore une fois, pour répondre en fait aux problématiques et aux objectifs de chaque cible qui sont elles-mêmes animées par des ambitions propres et des centres d'intérêt propres. Donc globalement, la communication, qu'est-ce que c'est? C'est en premier lieu établir un lien, établir une relation en vue de transmettre quelque chose. Donc ce quelque chose, ça peut être une information, une vision politique, voilà, ça peut être plein de choses. Et pour une communication efficace, il faut garder en mémoire qu'il faut se centrer sur un message clair, donc avec beaucoup de clarté, de simplification, s'adapter à son contexte et au public. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Être aussi dans une position d'écoute active, justement, pour connaître les problématiques de sa cible et pouvoir trouver en fait le point de croisement entre les problématiques de nos cibles et nos problématiques à nous. Donc ça va vraiment être le point de convergence qu'il va falloir trouver. D'où l'importance d'avoir une bonne compréhension de son public cible. Je poursuis avec les objectifs de communication dans le réseau Natura 2000. Donc, pourquoi est-ce qu'on communique dans le réseau Natura 2000 et sur Natura 2000? Donc, un des premiers objectifs, ça va être tout simplement d'expliquer le dispositif Natura 2000, donc d'expliquer les directives nature et leur fonctionnement, et expliquer également la démarche française de mise en œuvre de la politique. On peut également communiquer pour sensibiliser sur la protection de la biodiversité dans le site Natura 2000. Un autre objectif est de développer les connaissances scientifiques
sur des espèces ou des habitats particuliers. Donc là, par exemple, sur le diaporama, on voit une affiche sur les oiseaux. On peut également souhaiter communiquer pour faire de l'éducation à l'environnement et donc sensibiliser le jeune public. Pour également valoriser la richesse patrimoniale du territoire, au-delà de la biodiversité, on peut également souhaiter mettre en avant la qualité des paysages ou les traditions culturelles ou pastorales, par exemple. On peut également communiquer pour favoriser la concertation et créer des liens entre les acteurs du territoire. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est organisation de comités de pilotage ou de groupes de travail. On peut également communiquer pour faciliter l'adhésion aux mesures de gestion, donc au contrat Natura 2000, MAEC et charte. Et enfin, la communication, elle va être également utile dans le site Natura 2000 pour venir partager les actions qui sont réalisées par la structure animatrice, notamment via des lettres d'information. Donc Léa l'a déjà un peu abordé, mais effectivement, il est important de savoir auprès de qui on souhaite communiquer. Donc pour les sites Natura 2000, effectivement, il y a énormément de parties prenantes. Donc là, j'en ai fait une petite liste non exhaustive. Donc, dans les sites Natura 2000, on peut communiquer auprès des élus, notamment auprès des maires qui ont des communes dans le site Natura 2000 et qui ne sont pas forcément sensibilisés sur cette politique. On va également cibler le public scolaire, les usagers, donc les personnes qui vont avoir une utilité dans le site Natura 2000, donc les touristes, sportifs, chasseurs, pêcheurs, etc. Également, une cible qui est très importante, c'est celle des professionnels, notamment avec la profession agricole. Et puis également les propriétaires, pour venir les inciter à signer des chartes ou des contrats Natura 2000. On peut également avoir des cibles qui sont hors site Natura 2000, notamment pour les échanges de pair à pair, comme aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et on peut également cibler le grand public hors site Natura 2000. Donc généralement, la communication dans ces cas-là, elle passe plutôt par la presse régionale ou nationale. Léa. Concernant le message, donc je vous disais qu'il peut prendre plusieurs formes, en fait venir s'appuyer sur plusieurs formes et médias. Donc là, on vous en a proposé une rapide classification. Donc sur trois axes, on peut distinguer la communication digitale, donc qui va faire écho aux réseaux sociaux, aux sites internet, aux newsletters et différents emailing qui pourront être créés et envoyés à vos cibles. On a également tout ce qui est événementiel qui peut englober les conférences, les rencontres, les réunions. Donc là, plus dans un cercle un petit peu fermé, on va dire, au niveau du comité de pilotage ou des partenaires ou des autres structures co-animatrices du site Natura 2000. Dans l'événementiel, on va aussi classer tout ce qui peut être animation et tenue de stand grand public sur des événements tels que la Fête de la Nature, on le révoquera un petit peu plus tard. Et enfin, en troisième type de message, on peut avoir tout ce qui est support physique. Donc là, on parle vraiment tout ce qui est impression papier. Donc avec des plaquettes, la création de flyers, de lettres d'information diffusées dans les boîtes aux lettres par exemple, et enfin tout ce qui est documentation un petit peu plus institutionnelle comme les rapports d'activité. Encore une fois, chaque message et chaque support devra être en adéquation avec la cible à laquelle on s'adresse. On peut facilement imaginer que le rapport d'activité ne va pas intéresser le grand public, donc c'est-à-dire la famille qui vient se promener le dimanche dans le site Natura 2000. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter son message et son support en fonction de sa cible. Merci Léa. On va maintenant vous présenter un panorama des outils de communication à l'échelle nationale et locale et on fera un petit temps d'échange après cette première présentation.
Donc tout d'abord pour les outils développés à l'échelle nationale, donc il y a différents types d'acteurs qui développent ces outils. Donc on va d'abord retrouver l'OFB avec le Centre de ressources Natura 2000 que vous devez déjà connaître, qui lui va cibler prioritairement les animateurs Natura 2000 et également les référents Natura 2000 en région. Donc pour répondre aux besoins, de ces cibles-là, l'OFB, a mis en place différents types, d'outils, comme par exemple, les formations qui ont pour objectif de renforcer, les compétences et les connaissances des animateurs et des référents région. On a également donc des webinaires qui sont régulièrement proposés par l'OFB, qui eux ont plutôt pour objectif de faciliter les échanges, de pair à pair, notamment, pour les régions. L'OFB, organise aussi, chaque année une journée d'échange technique, qui va permettre de réunir les professionnels du réseau Natura 2000 et donc cette journée d'échange technique, elle a pour objectif d'approfondir, une thématique, spécifique et de favoriser les échanges d'expertise et de bonnes pratiques. L'OFB a également développé la pépinière de sites web dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est, une offre d'architecture pardon, de sites, prêts à l'emploi et qui peut être personnalisée. Donc là, l'objectif de cet outil de communication, c'est de permettre à chaque animateur, d'avoir, son propre site internet de manière, facilitée. Et enfin, les Grands Prix Natura 2000, là, donc c'est un outil de communication de type, événementiel. Donc ce sont des grands prix qui ont pour objectif de récompenser, des actions pépites qui sont réalisées dans les sites Natura 2000 et également donc de les valoriser à l'échelle nationale et donc pour les, lauréats de ces Grands Prix Natura 2000, vous avez, une vidéo, sur le projet, qui, a gagné le Grand Prix et donc qui vous permet aussi par la suite, de, communiquer, sur cette action. Léa, je te laisse poursuivre. Oui, donc du coup, on voulait un petit peu vous présenter ce que nous, à la mission Interréseau Natura 2000, on réalise pour notre communication, sachant qu'on est forcément sur des enjeux un petit peu différents de vos enjeux de communication plus locales liés à vos sites Natura 2000. Donc pour faire simplement, nous, à la mission Interréseau, nos objectifs de communication sont surtout de fédérer les élus. D'où le webinaire comme aujourd'hui. Donc là, on est vraiment un petit peu plus dans une logique de faire agir, donc de faire agir les élus et les faire participer à ce réseau d'acteurs. De donner aussi un autre objectif pour la mission Interréseau, ça va être de donner une représentation du réseau Natura 2000 parmi les autres réseaux d'espaces naturels. Donc là, on est sur une logique de faire connaître. En troisième objectif qu'on peut aussi identifier, ça va être de défendre et de porter les intérêts du dispositif Natura 2000. Donc là, encore une fois, on rejoint un petit peu l'objectif de faire agir dans le sens où on va essayer de faire agir au niveau du plaidoyer ou du lobbying, voilà, donc de contribuer en fait à la création de réglementations favorables à Natura 2000. Nos cibles sont donc les élus locaux et régionaux, mais aussi les autres décideurs politiques situés un petit peu plus, si on peut dire, un petit peu plus haut. Donc ça va être les députés français ou européens. Et donc, du coup, pour répondre à ces objectifs et satisfaire ces cibles, on a développé plusieurs outils. Donc, tout d'abord, nous avons la collection Belles Histoires, qui sont en fait une collection de fiches qui vient présenter des retours d'expérience de gestionnaires de sites Natura 2000. Donc là, on est vraiment sur une logique d'inspirer le réseau et de faire aimer en fait ce que font les structures porteuses de sites Natura 2000 et de faire connaître leurs actions locales. On a également la lettre des élus. Donc là, on est sur un document
que Ophélie va vous illustrer, parfait. Donc on a également la lettre des élus qui est une parution biannuelle. Donc là, c'est un petit peu plus sous le format d'un journal, donc d'une lettre d'information papier pour faire connaître l'action du réseau et donner à voir, et en fait, chercher encore une fois à inspirer les élus pour leur donner des exemples et de l'information liée à l'activité nationale de la mission. On a également développé depuis mars 2023 une page LinkedIn. Donc, on a 2 à 3 publications par semaine. L'animation est perfectible, mais en tout cas, depuis sa création, on compte bientôt 1000 abonnés. Voilà, on devrait atteindre la barre des 1000 abonnés très prochainement. Là, cette fois-ci, on est sur un objectif de faire connaître et de faire agir, sachant que là, on est sur un positionnement un petit peu particulier sur cette page LinkedIn-là, parce qu'en fait, on, on capitalise sur le binôme technicien-élu, parce qu'on sait très bien que les élus sont peu représentés sur LinkedIn, à contrario des techniciens qui le sont plus. Donc voilà, donc on va vraiment essayer de venir toucher l'élu à travers son technicien, parce qu'on sait que ce sont des binômes très forts et que les relations entre technicien et élu sont primordiales. Donc ça nous permet aussi d'entretenir ce lien-là à travers le technicien. Et nous travaillons aussi à l'intégration de la mission Natura 2000 à différents événements donc nationaux, tels que la fête de la nature. Ah oui, j'ai oublié une petite info sur les vidéos. On a également, depuis l'année dernière, développé une web-série qui vient se concentrer sur les retours d'expérience des élus, où en fait on vient sur un site Natura 2000 rencontrer un élu et présenter un petit peu les différentes innovations qui ont été mises en place pour la gestion ou pour l'accompagnement d'agriculteurs. Donc voilà, donc c'est une web-série qui compte déjà 3 vidéos. 2 autres vidéos seront créées cette année. Et ces contenus vidéo, du coup, on les valorise sur notre page LinkedIn. Voilà. Et donc, du coup, oui, je commençais à vous parler des événementiels dans lesquels on essaye d'intégrer la mission Natura 2000. Donc, il y a notamment la Fête de la Nature. Donc, on travaille en relation étroite avec le comité de pilotage de la Fête de la Nature. Donc là, notre objectif, c'était vraiment de donner la possibilité, en fait, au réseau Natura 2000 d'exister dans cette programmation. Parce qu'il n'était pas du tout possible jusqu'à l'année dernière de savoir si une animation était proposée sur un site Natura 2000 ou si c'était sur un site lambda ou quoi que ce soit, alors que c'était le cas par exemple pour les réserves, pour les parcs naturels. Donc on a essayé de rendre ça possible, enfin on a rendu ça possible. Donc l'année dernière, on a eu 32 animations labellisées et inscrites comme se déroulant sur un site Natura 2000. Donc on était plutôt satisfaite de l'opération. Et en fait, par ce relais-là d'événementiel, on vient du coup soutenir la programmation existante pour fédérer le réseau autour de ces événements, parce qu'on sait très bien que ce sont des événements euh, auxquels les structures animatrices participent. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée de donner une visibilité au réseau Natura 2000 à travers ces événements. Donc là, on a beaucoup travaillé sur la fête de la nature, mais il faut savoir qu'il en existe plein d'autres. Donc Fréquence Grenouille, la Journée mondiale des zones humides, la Nuit de la Chouette, la Nuit de la Chauve-souris. Enfin voilà, il se fait plein de choses. Et donc du coup, à chaque fois, on va essayer de booster la visibilité du réseau Natura 2000 dans ces programmes. Pour terminer sur les outils à l'échelle nationale, du coup, il existe aussi le site internet du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,
qui est un outil de communication qui va vous permettre d'avoir accès à de l'information sur la présentation du réseau Natura 2000 et sur la démarche française. Donc ça peut être intéressant pour vous quand vous souhaitez avoir des messages à partager sur la démarche française, donc sur la création du comité de pilotage, les contrats Natura 2000, les évaluations des incidents. Ça vous fait des messages clés en main que vous pouvez récupérer sur ce site internet. Le ministère a également mis en ligne des guides techniques, voilà, qu'ils ont créés pour faciliter notamment la démarche évaluation des incidences Natura 2000. Et puis, vous pourrez également y retrouver des liens vers la réglementation, donc notamment vers le code de l'environnement qui concerne Natura 2000, l'INPN, qui est un site internet sur lequel vous pouvez avoir une description assez détaillée par site Natura 2000 des enjeux du site, donc des habitats, des espèces et des pressions qu'on peut y retrouver. Et puis il y a également un lien notamment vers le programme LIFE si c'est un programme qui vous intéresse. Au niveau local, donc on a déjà un peu dit, mais il y a énormément d'outils qui existent, des outils qui sont variés et qui sont complémentaires. Donc, au lieu de vous fournir une liste non exhaustive d'outils, on a plutôt opté dans la présentation là pour avoir une approche détaillée des outils qui nous apparaissaient comme les plus couramment utilisés, en mettant en avant les avantages et les inconvénients de chaque outil. Donc, n'hésitez pas à réagir hein, sur ce qu'on a pu indiquer sur la diapositive et à compléter avec votre ressenti. Donc pour les supports physiques, on a mis en avant la plaquette de présentation du site Natura 2000 parce que c'est souvent l'outil de communication de base, on va dire, du site Natura 2000. Quasiment chaque site Natura 2000 a une plaquette de présentation. Donc cette plaquette, elle est destinée souvent aux élus, mais également à toutes les parties prenantes du site Natura 2000. Donc globalement, elle va viser l'ensemble des parties prenantes du site Natura 2000. Donc les avantages de faire une plaquette sur le site Natura 2000, c'est qu'elle permet d'avoir des informations concises et visuelles sur quelques pages. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une communication efficace. Donc l'autre avantage, c'est que ces plaquettes, elles sont souvent distribuées largement au public, aux visiteurs du site Natura 2000 et voilà, également aux parties prenantes locales. Et ça permet d'avoir une source d'information qui est facilement accessible au niveau local. Dans les inconvénients, donc, il y a le coût, bien entendu, donc je ne l'ai pas indiqué puisque, il aurait fallu que je le note à chaque ligne, mais bien entendu, pour chaque développement d'outils de communication, il faut bien entendu prendre en compte le coût de conception de l'outil, d'impression et de distribution. Pour les plaquettes de présentation, donc un des inconvénients, c'est que la plaquette, elle va avoir, des limites en termes d'espace et de contenu et du coup, on va pas pouvoir, aller dans le détail, sur la gestion du site ou sur les habitats et les espèces, qui sont présentes. Un autre inconvénient, donc, c'est l'obsolescence puisque, une fois que la plaquette, elle est imprimée et distribuée, elle peut vite devenir, obsolète si entre-temps on a eu, des changements, par exemple une extension site Natura 2000 ou des changements dans la gestion ou dans la réglementation. Et enfin, bien entendu, il y a l'impact environnemental à prendre en compte, puisque la production de plaquettes, ça va utiliser du papier, et de l'encre et donc forcément quand on en imprime beaucoup, ça fait un impact, environnemental. L'autre outil, qu'on souhaitait mettre en avant, donc c'est les lettres d'information qui sont également, souvent, utilisées pour, communiquer auprès des élus et des habitants des sites Natura 2000. Donc l'avantage d'avoir une lettre d'information, c'est que ça va permettre de tenir, le public informé, de manière régulière sur les activités et les événements, qui sont liés au site Natura 2000. Ça peut également renforcer l'engagement du public, notamment en fournissant des informations, voilà, sur les initiatives de gestion qui sont mises en place dans le site Natura 2000 ou sinon sur l'organisation aussi d'événements, qui peuvent être proposés.
Et un avantage de la lettre d'information, c'est qu'on peut aussi facilement personnaliser son contenu et l'adapter en fonction des intérêts des différents types de publics qu'on peut retrouver dans le site Natura 2000. Pour les inconvénients, il y a la fréquence, donc le fait que la lettre d'information, elle ne paraisse pas souvent dans le site Natura 2000, donc après ça va dépendre un peu aussi du choix qui est fait par la structure. Mais en tout cas, si la lettre, elle a une fréquence, qui est, assez faible, ça peut limiter la capacité, à maintenir l'intérêt et l'engagement du public, sur le long terme. Il y a également le temps de préparation qu'il faut prendre en compte pour ce type, d'outil de communication, puisqu'il va falloir aller chercher du contenu, il va falloir, faire la rédaction, la conception, graphique également et la distribution de la lettre d'information. Il faut aussi, si on part, sur, ce type de document, il faut aussi bien avoir en tête, qu'il va falloir avoir, un contenu varié et régulier pour, maintenir l'intérêt des lecteurs. Donc ça sous-entend qu'il faut aussi avoir, des actions, fréquentes sur le site Natura 2000, à mettre en avant. En termes d'accessibilité, ça peut être un petit peu plus compliqué par rapport à des médias numériques en ligne, par exemple, qui sont plus accessibles, et qui sont plus facilement diffusables. Donc là, la lettre d'information, si vous l'imprimez, ça peut être un peu compliqué ensuite pour la distribuer auprès des habitants, par exemple. Et donc là, pareil que pour la plaquette, hein, forcément, dès qu'on imprime, un document, il y a un impact environnemental, puisqu'on vient utiliser, du papier. Pour les outils de type, événementiel, donc on a souvent des animations jeunes publics qui sont proposées dans les sites Natura 2000 pour aller, sensibiliser le public scolaire. Donc ça, c'est un outil qui est, très intéressant parce que ça va permettre d'éduquer les jeunes, sur l'importance de la préservation de la biodiversité et donc d'avoir une sensibilisation qui est précoce. Et ça permet aussi de faciliter l'apprentissage en leur proposant des activités, ludiques et adaptées également à leur niveau scolaire. Et un des avantages, ça va être aussi d'aller, toucher, les parents à travers les enfants et donc d'avoir, un engagement, familial et donc une sensibilisation élargie, dans le site Natura 2000. L'inconvénient des animations jeunes publics, c'est on a des besoins logistiques, qui sont spécifiques à cette cible, avec un besoin en outils pédagogiques adaptés, au niveau scolaire, qu'on vise. Et il faut aussi du personnel qualifié, pour encadrer ces sorties. Il faut aussi avoir, une certaine affinité aussi pour, organiser, ce type d'animation et voilà, bien aimer aussi avoir, la gestion de groupe à faire. Et puis, bon, un autre inconvénient, ça va être la saisonnalité, pardon, puisque c'est des types d'activités qui sont, proposées plutôt, au printemps ou en début d'été pour les enfants. Et puis alors, l'autre inconvénient pour les enfants, c'est que, on sait bien qu'il faut avoir, un suivi et un soutien sur la durabilité pour que, les effets, qui ont pu être produits lors de l'animation, elles puissent, perdurer. Autres, événements, qui sont organisés dans les sites Natura 2000, donc c'est les sorties grand public qui sont, soit organisées, par la structure ou soit qui vont venir s'accoler à des événements, plus larges. Donc, comme on l'a dit, par exemple à la fête de la nature, Fréquence Grenouille et cetera. Donc l'avantage de proposer ce type, d'événement, c'est que ça va permettre au grand public de venir découvrir le site Natura 2000 et du coup d'être sensibilisé, sur les habitats et les espèces qui sont présents dans le site Natura 2000. Et l'autre avantage qui est, important, c'est que ça favorise aussi, les échanges avec la structure animatrice et ça peut permettre des fois également, d'avoir des contacts et ensuite d'aller, concrétiser, la signature de contrats ou de charte Natura 2000 par exemple. L'autre inconvénient, bah, c'est pareil que pour l'animation jeune public, c'est qu'il faut avoir une affinité pour, gérer des groupes et organiser ce type d'événement. La même chose, on va avoir aussi la saisonnalité avec des animations qui sont regroupées, sur des périodes, estivales et au printemps.
Et puis, ce qui peut être un peu compliqué aussi, c'est de faire la promotion de l'événement. Donc, c'est comment on fait connaître cet événement auprès des habitants du site Natura 2000 ou voire même de manière plus large hors site Natura 2000. Enfin, le dernier inconvénient, qui n'est pas forcément un inconvénient, mais qui doit être quand même mis en avant, c'est que souvent les personnes qui participent aux sorties grand public, c'est déjà des personnes qui sont un peu sensibilisées à la préservation de la biodiversité. Et du coup, on limite un peu le type de cible auquel on pourrait vouloir s'adresser. Enfin, sur la communication digitale, donc on en a un petit peu parlé, mais il y a pas mal de structures animatrices qui créent des sites internet, donc soit en utilisant la pépinière de site web de l'OFB, ou soit en créant son propre site internet. Donc là, c'est des outils qui vont s'adresser à tout public, ce qui est très intéressant, avec comme avantage de pouvoir être accessible à tout public et également à tout moment par toute personne. Ça permet du coup d'avoir aussi des informations plus détaillées. Donc là, on peut se permettre d'aller détailler un petit peu plus voilà, des modes de vie, par exemple d'espèces, ou voilà, détailler un petit peu le fonctionnement des habitats. Ça permet également de faire de la promotion du territoire, parce qu'il y a certains sites Natura 2000, sites internet, pardon, sur lesquels on va pouvoir retrouver aussi des idées de balades à faire, voilà, de promotion touristique. Et puis, ça permet aussi de renvoyer vers d'autres sources d'informations. Donc là, le gros inconvénient, ça va être le coût de développement et de maintenance, parce que c'est souvent quand même assez cher de développer un site internet. Après, on a l'accessibilité limitée, donc là, c'est de moins en moins le cas, mais bon, il reste quand même certains endroits où on capte pas très bien Internet, et du coup, voilà, ça peut, pour certaines personnes, être compliqué d'aller sur le site internet. Et puis, l'inconvénient, c'est que voilà, pour que ça soit un site voilà, qui soit actif, il faut également penser à ajouter du contenu quand même de manière régulière et proposer des nouvelles choses. Enfin, dernier outil qu'on souhaitait voilà, mettre en avant, donc c'est les réseaux sociaux. Donc là, j'ai mis que ça dépendait du type de réseau, parce que selon qu'on crée une page sur Facebook ou sur LinkedIn, on ne va pas forcément s'adresser au même type de public. Donc ça, Léa vous l'a déjà un petit peu expliqué. Donc l'avantage, c'est que c'est assez facile à faire. Donc on n'a pas besoin de passer par un prestataire pour se créer une page sur LinkedIn. Ça permet aussi de communiquer en direct, voilà, sur des événements qui se passent, et ça permet aussi d'accéder à un public assez varié. L'autre avantage, c'est aussi de faire de la promotion d'événements. Donc, par exemple, nous, pour la mission Interréseau, on n'hésite pas à communiquer voilà, sur le congrès, par exemple, ou sur les rencontres régionales qu'on fait. Et l'autre avantage, c'est que ça permet aussi de partager du contenu interactif, donc de partager des vidéos, des photos, et également, par exemple, des infographies. Alors, l'inconvénient, bah, c'est toujours pareil, hein, pour Internet, ça va dépendre aussi de l'accès des territoires à Internet. L'inconvénient, c'est il faut aussi être proactif, hein, donc il faut, comme l'a dit Léa, nous, on fait à peu près 2 à 3 posts par semaine, puisque pour être visible, il faut aussi publier du contenu de manière régulière. Et après, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut aussi gérer les commentaires et le retour qui peuvent être faits sur les publications qu'on fait. Et donc ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Voilà, avant de passer au témoignage de Camille sur le bassin de Thau, je vous propose qu'on prenne un petit temps d'échange et voilà, qu'on prenne vos questions. Je vais arrêter le partage de mon écran. Hop, voilà. Léa, est-ce que tu as pu un peu voir les Oui. questions? J'avais pas accès au chat, je suis désolée. Ouais. Oui, oui, il y a pas mal de choses qui sont dites et partagées sur le chat, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai repris quelques informations et questions un petit peu centrales. Donc, on en avait déjà une concernant la charte graphique entre Natura 2000 et la charte graphique des gestionnaires, pour savoir à quelle charte graphique on devait,
quelle charte graphique on devait respecter lors de la création d'un outil, donc d'une plaquette ou autre. Aurélie, tu me coupes hein, si je dis des bêtises, mais à mon sens, en fait, la charte graphique pour le logo Natura 2000 ne s'applique vraiment qu'à l'usage du logo Natura 2000, dans le sens où l'important, en fait, est de ne pas le dénaturer, de ne pas le transformer, le couper, lui changer les couleurs. Donc ça, là-dessus, si on est vraiment sur des règles un petit peu générales et très faciles à suivre. Et du coup, à mon sens, ce sera la charte graphique du gestionnaire ou de la structure porteuse, pardon, qui sera à respecter et à décliner pour des créations de contenu. Il y a eu aussi pas mal d'échanges sur les sites web. Donc, j'avais l'impression que c'était en lien avec la pépinière de sites web proposée par l'OFB, où il y avait, où en tout cas remontait un usage assez difficile et une prise en main assez difficile, même si apparemment la nouvelle version est plus simple, mais pas encore parfaite. J'ai eu plusieurs questions d'une Stéphanie qui demandait s'il existait un petit peu un recensement un peu plus exhaustif des différentes documentations qui auraient pu être créées par les sites Natura 2000. Donc à la fois sur les plaquettes, mais aussi et pourquoi pas sur le matériel pédagogique pour les animations plus jeunes. Ça, Ophélie, est-ce que tu sais s'il y a une médiathèque quelque part ou quelque chose? C'est Aurélie, mais c'est pas grave. Mais Pardon, je suis désolée, c'est que je travaille trop avec Ophélie, ma collègue, désolée. pas de souci. Non, à ma connaissance, ça n'existe pas. Après, pourquoi pas le faire nous à la mission, voir avec l'OFB, hein, si c'est aussi quelque chose que eux ont prévu de faire. Mais à ma connaissance, non, ça n'existe pas. Notamment du fait que, comme on vous l'a dit au début, il y a énormément d'outils de communication qui existent, donc ça serait compliqué de faire un recensement exhaustif, mais en tout cas, on pourrait peut-être essayer de faire l'exercice dans l'année, pourquoi pas. Ok. D'autres commentaires, parce que je vois en même temps que ça continue d'arriver, donc je suis pas sûre qu'on arrivera à tout traiter. Mais ce que je m'étais noté moi de mon côté, c'était aussi une question très intéressante concernant la question de la diffusion pour tout ce qui est lettres d'information papier. Donc il y a eu quelques éléments de réponse qui ont été proposés par le chat, avec notamment l'astuce de s'appuyer sur des diffusions des bulletins municipaux. Voilà, donc ça peut être une astuce. Une astuce. Et il y avait aussi la question de l'évaluation de ces actions de communication, qui est toujours une grande question, de savoir si nos actions sont efficaces et comment on le mesure. Donc ça, encore une fois, pour tout ce qui est animation sur des stands, on le voit très facilement, hein, c'est est-ce qu'on a du monde sur notre stand ou pas. Pour les autres outils, effectivement, ce sont des indicateurs qu'il faut penser à mettre en place avant de créer une action de communication pour qu'on puisse se dire, voilà, je saurais que mon message a été perçu et reçu si j'ai ça et ça comme retour. Donc ça peut être des taux de participation à des stands, ça peut être des vues ou des engagements sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, en fonction de chaque opération, il faudra mettre en face les différents indicateurs d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment un petit peu fait au cas par cas, mais c'est vrai que c'est un exercice toujours un petit peu délicat. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai vu aussi arriver pas mal de nouvelles choses sur les réseaux. J'ai pas eu le temps de tout lire. Il y avait aussi, alors oui, j'ai eu une question arriver rapidement qui me semblait importante, la question des moyens attribués à la communication. Donc ça là-dessus, Aurélie, je pense pas qu'on aura de réponse toute faite. Donc peut-être si vous pouvez apporter, vous, en tant que participant, une réponse à cette question-là dans le chat.
pour venir donner un petit peu une fourchette de quel est votre budget destiné à la communication. Voilà, ça peut être intéressant, et notamment si vous avez des subventions dédiées, enfin, voilà, ou des sources de financement dédiées qui peuvent venir abonder ce poste. Voilà, et je pense qu'on va terminer là-dessus. J'avais une dernière remarque concernant les événements. Parce que c'est vrai qu'on tourne souvent autour des mêmes publics quand on fait des événements, hein. C'est toujours un petit peu les mêmes familles ou les mêmes personnes qui sont très engagées, qui sont par ailleurs bénévoles dans d'autres associations, etc. Donc on croise souvent les mêmes personnes sur les événements, et on avait une suggestion, enfin en tout cas un partage de pratiques qui nous disait que pour justement sortir un petit peu de l'entre-soi, il était intéressant de se greffer sur des événements locaux, tels que les marchés de printemps ou les sorties annuelles de groupes de marcheurs. Enfin, voilà, vraiment jouer la carte du tissu événementiel local voilà, pour pas rester que sur des sorties 100% naturalistes. Voilà, on a eu aussi quelques échanges sur tout ce qui était l'éducation à la nature, hein, qu'il n'y avait pas que les scolaires, il y avait aussi les clubs CPN qui proposaient des choses, l'école du dehors, enfin voilà, plein de choses intéressantes. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le chat. Et puis pour les questions que j'ai pas pu évoquer à l'oral, je vais essayer de reprendre le fil pour vous apporter une réponse par écrit. Oui, on essaiera de peut-être de faire une foire aux questions comme on avait fait l'année dernière Mhm. pour un des webinaires. Juste là pour répondre à la conversation sur la centralisation de documents existants. On n'en a pas parlé, mais au sein de la mission Interréseau, on a un kit, je sais plus comment, un kit des élus Natura 2000 qui est hébergé sur Internet et dans lequel nous, on avait déjà centralisé pas mal d'outils de com, donc des expositions, on avait des plaquettes, des lettres d'infos qui avaient été conçues par des structures animatrices. Donc on pourra vous remettre le lien et pour l'abonder, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec le document en question, et moi je pourrais après aller l'ajouter dans cet outil. C'est tout simplement un dossier SharePoint qu'on partage qui est pas forcément visuellement très joli, mais en tout cas qui est utile. Voilà. Je vous propose qu'on poursuive. Comme l'a dit Léa, on continuera les échanges après. Voilà, on vous fera une foire à questions après le webinaire. Donc, je vais de nouveau partager mon écran et Camille, je vais te laisser la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à excuser mon président de COPIL, Yves Michel, qui est maire de Marseillan, à la présidence du COPIL depuis 10 ans, et évidemment très sensible à ces questions de communication sur le réseau ou les enjeux Natura 2000. Donc moi, je travaille au syndicat mixte du Bassin-Thau depuis 5 ans sur l'animation de plusieurs sites Natura 2000. Donc sur un territoire méditerranéen, en Occitanie, sur le département de l'Hérault, donc entre Montpellier et Béziers, pour vous le situer. Et le SMBT, donc c'est une intercommunalité d'une vingtaine de communes qui a été créée à la demande de l'État il y a une vingtaine d'années pour gérer et préserver les enjeux environnementaux du bassin de Thau et les activités de pêche et de conchyliculture qui y sont présentes. Donc pour ça, on agit à une échelle de bassin versant et on organise et orchestre plusieurs outils de planification, comme un SAGE, donc un schéma de gestion des eaux, le SCOT aussi du territoire pour gérer les questions d'aménagement, Natura 2000 évidemment, des programmes sur l'inondation, d'autres sur la pêche et la conchyliculture. Bref, on est une petite équipe d'une vingtaine, mais assez diversifiée pour toucher de tous les sujets qui peuvent influencer le bassin de vie et la lagune de Thau qui est à son centre. Donc, je le disais tout à l'heure, on est sur un territoire littoral, donc forcément très touristique, ce qui nécessite de développer de la communication. Oui, tu peux rester sur celle-là, c'est bien.
de la communication donc, sur les sujets de biodiversité, leur sensibilité, puis aussi le patrimoine culturel du territoire. Là, vous avez en photo, en illustration, la conchyliculture qui va couvrir presque un tiers de la lagune de Thau. Donc, on participe aussi à la meilleure connaissance de ces activités qui sont évidemment partie prenante dans la préservation de l'environnement puisqu'ils en dépendent pour leur activité. Donc le site Natura 2000 de Thau, lui, il fait plus de 8000 hectares et il est essentiellement lagunaire. Il est très centré sur la lagune qui couvre 7000 hectares. On a 9 communes qui sont concernées par ce site Natura 2000. Donc il y en a 2 en fait, site Natura 2000 hein, pour parler technique, habitat et oiseaux. Et la majorité des enjeux qu'on va retrouver sur la partie sous-marine concerne l'habitat lagunaire, hein, qui est un habitat reconnu Natura 2000, qui abrite toute une biodiversité, comme les herbiers qui forment des prairies sous-marines, ce qu'on appelle les forêts bleues aujourd'hui, quand on prend des exemples sur la Méditerranée. Donc plein de services écosystémiques rendus par ces herbiers, par ces prairies sous-marines qui sont associés parfois aussi à toute une vie diversifiée. Et puis, on a également tout un cortège d'oiseaux hein, migrateurs qui viennent se reproduire sur nos côtes, qu'il est important aussi de faire connaître aux usagers pour qu'il y ait une bonne cohabitation. Donc bon, là, je voulais vous présenter une campagne qu'on a souhaité développer spécifiquement sur un habitat et un enjeu, qui sont donc les herbiers. J'ai commencé à en parler. Donc, c'est pas des algues, ce sont des herbes comme on peut trouver sur Terre, comme une pelouse, mais version sous-marine. Et elle est le signe d'une qualité de milieu saine. Donc, c'est un bon signe. Et il était souvent mal perçu, cet habitat-là, par les gens qui venaient découvrir le territoire, donc des baigneurs qui venaient surtout et qui pensaient se retrouver en Méditerranée. Donc, la Méditerranée, dans l'imaginaire collectif, c'est des plages de sable fin et puis une mer turquoise. Sauf qu'à Thau, bah, c'est pas ça. On est sur une lagune, c'est vivant, il y a de la végétation, des herbiers ou même des algues. Et puis parfois, l'eau se trouble. Donc, quand on arrive sur les plages, les herbiers sont souvent proches. Donc, ça peut surprendre, ça chatouille, parfois même ça pique quand on a des anémones qui sont dessus. Enfin bref, c'est des habitudes à prendre. Comme quand on va se baigner en Bretagne, on a des algues et puis on met des chaussures d'eau. Bah, en fait, Thau, c'est pareil. Mais les gens n'étaient pas préparés à ça. Donc, on avait une crainte, c'est une mauvaise acceptation de cet habitat qui, pourtant, nous, d'un point de vue scientifique, est un habitat majoritaire et prioritaire. Donc, il fallait trouver une manière de faire mieux connaître cet habitat-là pour le faire mieux accepter. Et donc, on s'est rapproché des structures, des associations d'éducation à l'environnement local. On a un réseau de CPIE Bassin de Thau très actif sur le territoire. Donc, on s'est retrouvés autour de cette idée-là pour co-construire une campagne dédiée aux herbiers avec des outils pédagogiques spécifiques pour aborder tous les sujets et tous les enjeux des herbiers, que ça soit ludique, qu'on puisse aussi s'adresser à tous les âges et surtout aller au contact direct des usagers, puisque c'était l'objectif d'arriver à justement faire mieux connaître les herbiers aux gens qui s'y trouvent confrontés, aller sur le thème de l'émerveillement pour pas être, enfin voilà, pour arriver à faire finalement aimer, mieux connaître et derrière mieux respecter cet habitat et ces herbiers. Alors, on a une petite vidéo de présentation. Si vous voulez, on déroule sur la vidéo, comme ça vous découvrez ce que c'est finalement tout ça en images. Je vais lancer la vidéo. Il faut juste... Donc, on l'a lancée en 2016, cette campagne. Ça fait quelques années maintenant. Elle est annuelle. Et donc, l'objectif, hein, vous allez le voir sur la vidéo, mais c'est vraiment d'aller au contact pour toucher la cible qu'on souhaitait aborder au départ. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, mais alors, je lance la vidéo. Bonjour, je vais vous présenter la campagne de sensibilisation aux herbiers de la lagune de Thau. Ce sont des plantes aquatiques, souvent méconnues et parfois confondues avec des algues. C'est le syndicat mixte du bassin de Thau qui en est à l'initiative depuis 2016 dans le cadre de l'animation Natura 2000. Avec le CPIE, nous avons conçu des outils et mis en place des actions. Allez, direction les plages de Ballaruc-les-Bains.
ces herbiers, c'est vraiment des niches. Il y a plein de choses qui viennent pondre à l'intérieur, parce que comme ça, c'est caché, c'est protégé. C'est quel côté à votre avis? Eh ouais, la bouche est dessous. Allez, nous quittons les plages de Ballaruc-les-Bains pour découvrir la jolie plage de Bouvigny. Ah, c'est pas une feuille de bambou. C'est une feuille de zoster. C'est une plante qui vit sous l'eau. C'est celle que tu vois quand tu vas te baigner là, tout proche. Il fait des grandes prairies là. Oh, un hippocampe. Je le mets dedans pour que les gens le voient. Je suis ravi de voir qu'il y ait des animations comme ça sur les petites plages comme ça. Ça aide à découvrir l'état parce qu'on croit le connaître, en fait, on ne le connaît pas. Hein. Donc, surtout pour les enfants, c'est quelque chose de pédagogique. Savoir comment tout ça fonctionne et cohabiter avec, c'est intéressant. Allez, on quitte les plages et leurs stands et direction le centre nautique des Glénans marseillais. La différence entre une plante et une algue, c'est que les algues n'ont pas de racines. L'herbier aussi est protégé. Hein, on n'arrache rien. On n'a qu'à les protéger. C'est le deuxième plus grand coquillage au monde. Et là, vous avez des pattes natatoires. Ce qui est sympa, c'est qu'on a eu pas mal d'explications. Et on a aussi pu pêcher nous-mêmes. Et là, avoir un tour un peu en live, quand on voit les animaux, j'ai trouvé que parce que du coup, on prend mieux. Et voilà, pendant la balle, c'est super intéressant de savoir qu'il y a sous, donc nous a sensibilisé aussi au fait qu'il faut protéger certains coquillages et que c'est important du coup de ne pas faire n'importe quoi avec les fonds marins. Je trouve ça super. N'hésitez pas à vous rapprocher du syndicat mixte du Bassanto pour poursuivre et étendre la sensibilisation de tous les usagers de la lagune qui abrite l'un des plus grands herbiers d'Europe. Une richesse pour son écosystème et ses activités qu'il appartient à tous de préserver. Bon, ça ramait un peu, j'espère que vous avez pu suivre. Ça a un peu ramé. Mince. On vous enverra le lien. Oui, Oh. enfin, c'était une manière d'illustrer un peu le propos pour rythmer un peu le webinaire là, mais en gros, ce que ça vous a montré, c'est la technique qui a été développée pour mettre en place cette campagne spécifique. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu brièvement. Donc, quand les baigneurs se retrouvaient surtout et étaient choqués par la présence de ces herbiers qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, ils allaient aussi se plaindre en mairie pour que les services nettoient les plages. Et c'est là que, du coup, nous, on souhaitait agir, c'est-à-dire que les mairies, elles se retrouvaient un peu forcées à agir alors que sinon, elles ne l'auraient pas fait parce que les gens se plaignaient, parce qu'ils ne connaissaient pas l'écosystème. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu travailler. Vous l'avez vu sur la vidéo, on a été au contact direct des baigneurs avec des stands sur les plages. Donc, tout l'été, il existe des stands sur les plages de Thau. On a aussi des actions, alors on développe au fur et à mesure avec le temps, des actions auprès des campings, des actions auprès des centres nautiques de voile, par exemple. Des bateaux de passagers, des bateaux promenades. Alors, on essaie de diversifier un peu. Plus les années passent, plus on essaie d'essayer, tester, innover un peu sur les différentes approches pour pas que ce soit trop une routine, mais qu'on puisse continuer à être actif et toucher de plus en plus de gens sur ce sujet-là. Donc là, j'ai quelques petits retours bilan, on va dire, chiffrés pour ceux que ça intéresse. Donc, en gros, là, depuis 2016, on a une trentaine d'interventions par an qui sont dédiées à cette campagne, essentiellement estivale, parce que c'est là qu'on va retrouver le public qui fréquente Thau et qui va se retrouver confronté à ces herbiers. Et donc, cette trentaine d'interventions par an, ça nous permet de toucher, sensibiliser environ 1400 personnes. Et c'est un budget donc 100% Natura 2000 qui représente en moyenne 6 000 € par an. Donc, qui va concerner
interventions d'animateurs, d'éducateurs nature, ce que vous avez vu à l'écran, et ce qui va concerner aussi de la création, du déploiement d'outils ou de l'impression d'outils pédagogiques aussi au fur et à mesure du temps. Donc, pour faire un retour sur cette campagne aussi, on va dire aussi qualitatif, là, les gens, vous l'avez vu, la plupart sont plutôt pas apprécient en fin de compte d'être informés, d'avoir ce contact assez simple et direct avec un animateur qui donne de l'information. Donc, c'est apprécié des usagers, ce contact-là. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on essaye toujours d'année en année de tester des nouvelles choses. Donc, ça dynamise la campagne et puis on travaille avec le CPIE pour échanger sur ces idées-là. Donc, ça permet aussi de diversifier un peu les points de vue et s'appuyer sur la connaissance et l'expérience d'animateur nature. Évidemment, on associe les offices du tourisme pour communiquer sur les dates des stands sur les plages. Pour eux, quelque part, c'est un peu d'animation gratuite qu'ils peuvent aussi mettre en avant. Donc, ils apprécient souvent de relayer cette campagne. Et il faut aussi, donc, évidemment, arriver à renforcer la communication quand arrive l'approche de l'été, les dates de stands qui sont donc fixées. Nous, on fait des gros efforts de communication, tout relais confondu, quoi, relais presse, réseaux sociaux. Parfois, ça a été la radio pour accompagner finalement la campagne et la faire davantage connaître en renforçant la communication à chaque fois à son lancement. Voilà, pour un petit retour d'expérience sur une action un peu opérationnelle et dédiée, déclinée sur un sujet précis. Ça peut peut-être paraître un peu trop précis pour certains, mais l'exercice, je pense qu'il peut être transposé, peu importe le milieu ou l'enjeu. C'est surtout la méthode que je voulais vous partager là ce matin. Merci Camille. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller voir le site internet, mais en tout cas le lien est sur la diapositive. Peut-être Léa, toi si tu as des remarques ou des questions à poser à Camille. Alors, j'ai quelques remarques où effectivement, il y a quelques autres gestionnaires de sites concernés par cette question des herbiers qui sont intéressés pour récupérer en tout cas ce que vous avez pu faire. Donc, ça montre bien l'intérêt de ce témoignage. Euh, et voilà, grosso modo, ce qu'on peut en dire. Après, il se dit encore beaucoup de choses hein, sur le chat, mais on ne peut pas tout repartager. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu. Moi j'avais juste une question pour Camille avant qu'on passe au témoignage du parc. C'était l'implication des élus. Voilà, est-ce que vous avez impliqué les élus du COPIL dans cette campagne de communication et si oui, comment? Alors, chaque année, déjà, au copil annuel, quand on dresse le bilan, forcément, il y a un focus important sur les actions de communication qui est porté vers la campagne herbier. Donc, la plupart, tout à l'heure, je disais, la plupart des communes sont quand même favorables à ce genre d'animation parce que pour eux, c'est quelque chose de facile à mettre en place. C'est orchestré, pris en charge, enfin, c'est du clé en main. Et puis les retours sont plutôt favorables de la part des usagers. Donc pour les communes, c'est utile et simple, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ce qu'on avait essayé, oui, dans les perspectives. Voilà, alors, on n'a pas fait encore d'évaluation de la campagne, ça pourrait être un chantier à mener. Et puis on voulait, justement, sur cette question des élus, on voulait essayer de concrétiser un partenariat financier pour assurer et pérenniser la campagne, puisque pour l'instant, c'est du fonds propre Natura 2000, et puis ça peut être très fluctuant. Donc, à chaque fois, on réajuste en fonction des arbitrages budgétaires et avoir un petit coup de pouce de chacune des communes euh, comment dire, qui accueille un stand. Finalement, ça pourrait permettre de pérenniser un peu, solidifier les financements. Donc ça, dans les perspectives, ce serait quelque chose qu'on devrait creuser pour D'accord, impliquer aussi plus les élus. très bien. Merci Camille. J'ai quelques questions qui sont arrivées, Oui, Aurélie. Alors, il y en a une, c'était Léa, sur la là, question Léa, des... excuse-moi, on est un petit peu en retard sur Ah, le ça marche. timing, je suis désolée. Par contre, Camille, n'hésite pas à répondre directement, toi, dans le chat à ce moment-là aux questions, si ça te va comme ça. Ok. Désolée, Léa, de t'avoir coupé dans ton élan. Mais là, je vois qu'on est un petit peu en retard et
et il faut qu'on laisse aussi la parole au parc pour leur présentation. Eh bien, Monsieur Roux et Quentin, je vous laisse la parole pour présenter votre retour sur les sciences comportementales. Oui, tout à fait. Merci Aurélie. Vous m'entendez convenablement? Oui, Super. Donc, je me présente, je suis Quentin Martinez, chargé de projet Natura 2000 au parc naturel régional des Baronnies provençales. Et donc, on va vous présenter un retour d'expérience d'une action que l'on a menée en 2022 au sein du PNR des Baronnies provençales. Bonjour à toutes et à tous, donc Frédéric Roux, vice-président en charge de l'écotourisme et des activités de pleine nature au parc naturel régional des Baronnies provençales. Attention, donc, nous sur notre secteur, on a une fréquentation en milieu naturel qui impacte les écosystèmes et les espèces, comme c'est marqué sur la diapo. C'est-à-dire qu'on a l'été, en période estivale, de plus en plus de monde disons, dans nos montagnes, et on a une maîtrise des visiteurs qui est de plus en plus difficile, notamment l'été, en plein été, au niveau des rivières. Alors, tout est ouvert, bien entendu, comme les milieux naturels doivent rester ouverts aux visiteurs, on doit partager l'espace. Le PNR, donc, qui participe, comme est écrit sur la diapo, à l'attractivité du territoire. Donc, on doit y à la fois gérer les visiteurs, on doit gérer les agriculteurs qui travaillent in situ, on doit développer économiquement le territoire, et tout ceci nous amène, disons, à se concilier, disons, à parler entre nous, et pour pouvoir préserver ce que nous avons comme écosystème. Donc, et là, on va vous présenter euh, une méthode que l'on a qu'on a, disons, expérimentée. Alors, bien entendu, tout cela s'est fait en liaison avec tous les partenaires que nous avons sur notre territoire du parc. Bien entendu, les offices tourisme qui participent activement au développement touristique. Donc, on a mis en place des panneaux d'information, mais vous allez voir d'une façon un peu différente. Et ce qui nous aide beaucoup chaque été, c'est la présence d'éco-guides. Alors, les éco-guides, ce sont des jeunes gens que l'on emploie l'été et qui vont à la rencontre des promeneurs, à la rencontre des personnes qui utilisent la nature, les cyclistes, les randonneurs, les escaladeurs, pour leur expliquer comment on utilise la nature et comment on arrive à préserver et à la fois la biodiversité et à la fois les lieux, les rivières, les chemins de randonnée. Et donc, on a essayé donc une expérimentation en 2022 s'appelle Innover, sensibiliser le public pour changer son comportement et réduire ses impacts sur l'écosystème. Une autre vie s'invente ici. En deux mots, on a expérimenté les sciences comportementales qu'on peut appeler aussi nudge. Bon, hein, après ça fait dans la quarantaine, donc je vous explique en 2 mots ce que sont les nudges pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un système qui va aller chercher la partie numéro 1 du cerveau. Donc ce sera expliqué après. Alors le nudge, c'est quoi? Le nudge, c'est simplement de la science comportementale. Je vais vous expliquer en 2 mots, c'est des gens qui connaissent peut-être Stockholm ou pas. Stockholm a une particularité, c'est qu'en Suède, c'est que l'aéroport est très loin de la gare centrale, où tout part, donc centrale, où il y a les autobus et les trains. Et dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous dit suivez la couleur jaune. Et vous suivez la couleur jaune, vous allez chercher vos bagages, c'est jaune. Vous allez acheter votre ticket pour ce TGV, c'est jaune. Vous rentrez dans le TGV, il est jaune. Le personnel est habillé en jaune. Et vous rentrez, vous faites 20 minutes de train à voie rapide et vous arrivez à la gare
dans la gare de Stockholm et vous descendez, c'est jaune, et vous allez jusqu'au centre d'accueil où c'est jaune. En deux mots, on a pris un raccourci, on vous a dit allez-y, allez-y. Il y a d'autres exemples aussi dans les urinoirs. Dans les urinoirs, dans certaines villes, on dessine un œil au milieu de l'urinoir pour bien entendu diriger le jet d'urine pour pas éviter de salir. Il y a d'autres endroits aussi, comme à Palavas et les Flots au bord de la mer, où il y a les déversoirs d'orage. Et sur les déversoirs d'orage sont gravés ici commence la mer, de manière à ce que la personne, tout de suite, se dise ah ben tiens, c'est la mer, je ne vais pas jeter n'importe quoi. Donc je passe la parole à Quentin et après on vous explique le reste. Oui, donc effectivement, tous ces exemples de nudge et ces dispositifs basés sur les sciences comportementales sont des exemples urbains. Et nous, on souhaitait imaginer ces prototypes justement et imaginer des prototypes pardon, qu'on amènerait en milieu naturel pour encourager les visiteurs, les touristes à changer leur comportement dans le milieu naturel. Le but, c'était vraiment d'avoir une communication in situ, c'est-à-dire une fois que les visiteurs sont arrivés sur site. Donc, pas du tout avec une vocation de contrôler le nombre. Et on a souhaité justement communiquer un petit peu différemment, pas être sur un registre coercitif, donc ne pas afficher des interdictions, qui sont des messages qui assez souvent ne sont pas forcément lus et perçus par les visiteurs. Et puis, on s'est laissé aussi la liberté d'expérimenter, à la fois parce que, vous le verrez, il y a une de nos conclusions qui est de ne pas laisser de traces. C'est important qu'un visiteur ne laisse pas de traces dans les sites naturels qu'il fréquente. Nous aussi, on ne souhaitait pas forcément laisser de traces. Et puis, on a pu avoir un peu plus de liberté dans notre expérimentation. On a également, on souhaitait aussi des dispositifs qu'on peut évaluer et qu'on peut faire évoluer. Donc, donc pour vous resituer un petit peu le contexte dans lequel ça s'est passé, donc le PNR des Baronnies provençales, on est un territoire du sud-est de la France, entre Drôme et Hautes-Alpes, et on a une fréquentation estivale qui est significative. On n'est pas sur des niveaux de fréquentation, disons de surfréquentation, mais ponctuellement, sur quelques sites, sur quelques secteurs bien définis, on a un nombre de visiteurs qui est quand même suffisant pour nous interroger sur les impacts que leur présence peut avoir. On a déployé donc les dispositifs au sein de 2 sites Natura 2000, les Gorges de la Méouche, qui est inscrit à la directive Habitat, et le site des Baronnies Gorges de l'Aigle, qui est inscrit à la directive Oiseaux. Donc sur la diapo suivante, vous voyez un petit peu, on n'est pas sur des niveaux de fréquentation qui sont énormes, mais on a tout de même des baigneurs qui peuvent construire des barrages, qui vont retourner des pierres, qui vont se baigner alors qu'ils ont de la crème solaire, qui vont laisser leurs déchets sur place. Et puis on a sur le plateau de Saint-Laurent, donc le site des Baronnies Gorges de l'Aigle, un certain nombre de visiteurs qui vont parfois traverser des parcelles agricoles, qui vont traverser des prairies, des parcours aussi, des parcours pâturés, et donc ça peut avoir un impact sur les écosystèmes, ça peut créer des conflits d'usage. Alors, qu'est-ce que nous apportent les sciences comportementales? En fait, les sciences comportementales, c'est déjà un ensemble de sciences, avec les neurosciences, de la psychologie, des sciences cognitives, du design comportemental, qui nous apprennent en fait qu'il existe des biais cognitifs. Si on prend le cerveau humain, il fonctionne sur 2 systèmes. Il a son système 2 qui est vraiment le système qu'on va mobiliser quand on réfléchit, quand on fournit un raisonnement. C'est un système qui est lent, qui est très réfléchi, mais qui est aussi très consommateur d'énergie. Et en fait, le cerveau, et finalement toute l'évolution de l'être humain a conduit à ça, on est un peu des fainéants. Le cerveau est un organe fainéant, et il va se reposer plutôt sur le système 1, qui est le système plus intuitif, qui se base beaucoup sur le pressentiment, qui est un système rapide. L'exemple très simple, c'est par exemple quand vous voyez une chaise, vous ne réfléchissez pas à comment vous asseoir sur la chaise. Vous savez comment vous allez vous asseoir et vous vous positionnez comme il faut. Vous mettez la chaise en face de votre bureau ou pour faire face à votre interlocuteur. Vous mobilisez en fait votre système 2 de raisonnement très peu, à peu près de l'ordre, je crois, de 5% au cours d'une journée. Donc un visiteur sur un site naturel, un visiteur qui est en vacances, ne va pas mobiliser son système 2, il ne va pas forcément réfléchir. Et donc, diapo suivante, pour pour adopter un comportement qu'il va avoir dans le milieu naturel, il va assez difficilement pouvoir prendre de l'information, l'assimiler, l'analyser, et puis se dire, tiens, je vais adopter un comportement réfléchi. Au contraire, le changement de comportement, c'est un processus qui est très complexe,
Il faut être préparé, il faut attirer l'attention, il faut orienter vers la décision, aider à l'engagement. Et après, il faut questionner aussi est-ce que le comportement il est maintenu. Tous ces enseignements, en fait, nous ont fait comprendre qu'un panneau d'information à l'entrée d'un site naturel, c'est pas adapté pour influencer le comportement des visiteurs. Un panneau d'information qui va présenter un site Natura 2000, sa biodiversité, les différentes espèces qui sont présentes, n'est pas l'outil qui va permettre aux visiteurs d'avoir un comportement respectueux. Donc, pour ce faire, pour déployer ces dispositifs basés sur les sciences comportementales, on a fait appel à 2 prestataires extérieurs, donc Auxilia et Design et Territoire. On a constitué un copil, on a fourni une démarche concertée. Donc, il y a eu toute une phase d'étude, on a diagnostiqué les sites, les usages, le public présent, les comportements. Et puis, on a caractérisé les impacts de la fréquentation et on a défini ce qu'on appelle le parcours utilisateur, c'est-à-dire que finalement, nos usagers, nos visiteurs en milieu naturel, ils vont être réceptifs, ils vont enclencher un comportement à certains moments et ils vont être réceptifs à un message peu de temps avant l'enclenchement de ce comportement. Donc, on a défini aussi des endroits où finalement, on souhaitait communiquer auprès d'eux. Diapo suivante. On a ensuite travaillé en co-construction, donc avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs touristiques. On a associé de cette façon l'office de tourisme, la communauté de communes, les acteurs naturalistes, les riverains, les représentants agricoles, pour identifier justement les changements de comportement qu'on souhaitait avoir sur les sites. Donc en particulier des visiteurs qui remportent leurs déchets avec eux, des visiteurs qui respectent l'écosystème de la rivière, des visiteurs qui respectent les milieux naturels en restant par exemple sur un sentier, et qui respectent aussi les autres usagers du site, donc en évitant de couper au travers de parcelles agricoles. On a identifié le public site, le public auquel on souhaitait s'adresser. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé en début d'intervention, savoir à qui on s'adresse. Et puis on a établi donc un guide conceptuel donc, qui est, je crois, détaillé sur la diapo suivante, en fait avec des lignes directrices. Des lignes directrices, 3 grandes lignes directrices sur les messages qu'on souhaitait diffuser aux visiteurs. Donc une ligne directrice sur ne pas laisser de traces sur le site naturel, donc se faire discret en tant que visiteur, parce qu'on est dans un environnement qui est où finalement c'est un environnement naturel qui peut avoir ses fragilités. La notion d'invité, finalement les visiteurs vont passer d'un domaine public sur lequel par exemple ils sont arrivés en voiture à une sorte de domaine privé dans lequel ils sont invités. C'est comme ça qu'on a, entre guillemets, personnifié les parcelles privées et dont on a créé un attachement, hein, une appropriation, donc je vous le détaillerai dans quelques minutes. Et puis on a aussi souhaité personnifier la nature, c'est-à-dire créer à nouveau de l'attachement en engageant justement un comportement plus respectueux. En responsabilisant le public et en remettant aussi l'usager au centre de ses considérations. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça va, on est bon Ouais, niveau on est bon, on est timing. bon. Ouais. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Parking navette, on va expliquer. Ouais, on va expliquer. On va c'est vrai. expliquer. Tu veux expliques, prendre- oui. Vas-y. Voilà. Donc là, dans les gorges de la Méouge, parce que là, Quentin dit il n'y a pas de surfréquentation, mais on a une très, très grosse fréquentation. Les gorges de la Méouge, c'est une route très étroite. Donc, on a mis en place une interdiction de stationner sur une portion de 5 km et on a créé un parking à l'entrée des gorges des 2 côtés où il y a une navette obligatoire à prendre en bus. Et du coup, là, on donne des messages d'attention et de soins pour que le visiteur ait en réponse un comportement bienveillant. Donc, c'est le message délivré par Mère Nature. Donc, au lieu de dire ne jetez pas vos emballages, pensez à prendre de l'eau pour éviter les tombes, ça c'est pour éviter qu'ils se fassent mal, qu'ils viennent avec leur basket. Et prendre une poubelle, ça veut dire que sur place, il n'y a pas disons, de benne à déchets. Donc là, on était vraiment sur un message justement qui ne se voulait pas une interdiction. L'idée, c'était pas de directement s'adresser au public en leur disant ne jetez pas vos déchets sur place. Finalement, on donnait ce message de prendre une poubelle au travers de recommandations bienveillantes et on suppose qu'on crée de l'empathie auprès des visiteurs. Sur la diapo suivante, de même, sur site, vraiment in situ, là, on était sur la pose de petites pastilles, soit au sol, soit à d'autres endroits stratégiques, où on invitait le visiteur à emporter ses déchets. Donc, on déclinait les déchets entre les déchets hygiéniques, les déchets type poubelle,
Et on empruntait les messages, on empruntait la typo au registre de la restauration à emporter, le takeaway, parce qu'on savait aussi qu'on s'adressait plutôt à un public urbain. Donc en diapo suivante, sur site, ça donnait voilà, ces petites pastilles volontairement voyantes pour créer voilà, un déclic, pour attirer l'attention. Et puis pour, voilà, on l'espère, inciter vraiment le public à emporter ses déchets avec lui à la fin de sa journée de baignade. Donc là, on est sur un petit ouvrage, un ancien moulin qui est vraiment au bord de l'eau. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément sur les photos, mais la rivière est vraiment à quelques mètres de ces endroits. Ensuite, sur le second site, donc le plateau de Saint-Laurent, un site sur lequel voilà, les principaux enjeux étaient la gestion des conflits d'usage et puis la volonté de mettre un peu voilà, des règles et puis souhaiter que les personnes restent sur les sentiers pour préserver la biodiversité et les activités agricoles. On a créé un totem d'entrée au début, donc à l'entrée du site, quelques centaines de mètres avant le parking. Et ben, là encore, pour voilà, donner cette information qu'on passe d'un espace public dans lequel il y a peut-être une absence de règles à un espace privé, qui est un espace qui est habité par de l'humain, par du non-humain, et un espace dans lequel les visiteurs sont invités. Donc, il y a un certain nombre de règles, on ne les donne pas. On les accueille d'ailleurs, puisqu'on leur dit bienvenue chez les habitants du plateau de Saint-Laurent, vous êtes invités, vous êtes nos invités. On les accueille, mais voilà, ils savent qu'ils sont entre guillemets chez quelqu'un. En site, ça donnait quelque chose voilà, qui est présenté sur la diapo suivante. On est sur du prototype, donc c'est du contreplaqué et quelques pierres empilées au sol. Mais l'idée, c'était de voir un petit peu voilà, ce que ça pouvait donner une fois installé. Après, on avait imaginé éventuellement, si on avait laissé ce truc-là, comme une entrée de masse lorsqu'on va en Camargue, en pierre ou truc. L'idée, c'était que les gens rentrent dans quelque chose, sortent du milieu public et arrivent dans un milieu, entre guillemets, qu'il faut préserver, sans leur dire qu'ils rentrent dans un milieu préservé. Voilà, et donc la diapo suivante, d'autres dispositifs donc, qui étaient installés à proximité immédiate des parcelles agricoles, donc avec quelque chose assez proche du sol hein, pour préserver la qualité paysagère du lieu, et des panneaux donc, où est inscrit par exemple « Ici travaille Sébastien, heureux paysan, éleveur de brebis », avec un visage humain qui regarde de face, donc ce qui attire l'attention, ce qui crée de l'attachement, une personnification, et puis ce qui passe le message que les paysages sauvages sont en fait des outils de travail qui fournissent l'espace, les ressources pour l'activité agricole. On a aussi personnifié les chiens de protection en parlant de Oumaï et Zoumaï qui veillent sur le troupeau de Sébastien. Sébastien. Et de la même chose pour donc, le lavandiculteur. Ici travaille Michel, européisant, cultivateur de lavande. L'idée, voilà, vous les avez in situ, puisque vous avez tout le parcours, l'alpage, et il n'y a pas de limite proprement dite, et c'est que souvent les promeneurs coupent en travers, passent au-delà des parcs, donc c'est des chiens de patou, des chiens de troupeau, des chiens qui sont naturellement agressifs pour éloigner les loups, parce que là on a une très grosse prédation avec le loup, donc simplement faire comprendre aux personnes qu'il fallait qu'ils restent sur le chemin que vous voyez. Et à droite aussi, vous avez le champ de lavande pour simplement dire le nom de l'agriculteur pour que les gens comprennent que ce champ est un champ cultivé, que c'est que le métier de la personne qui représentait, c'est son travail, c'est son outil de travail, et qu'on évite d'aller dans les champs de lavande, récupérer de la lavande. Voilà. C'était simplement pour qu'ils restent sur le chemin et qu'ils passent, qu'ils admirent le paysage, mais qu'ils évitent de faire des bêtises autour. Voilà, et donc en troisième phase, une phase d'évaluation, donc avec la conduite de questionnaires auprès des visiteurs sur site, l'organisation de ce qu'on a appelé des focus group, donc avec bien entendu l'ensemble des parties prenantes hein, qui ont été régulièrement associées à la démarche, et puis des focus group avec les propriétaires, les habitants, les riverains, quelque chose qui a très bien marché, et c'est vrai que nous, en tant que collectivité, finalement, on interroge assez peu les propriétaires quand on installe
des dispositifs en site, on interroge assez peu les riverains. Et des choses très constructives sont sorties. Et puis, suite à ça, voilà, les prototypes ont été déposés. Simplement, peut-être voilà, sur cette phase d'évaluation, nous, ce qu'on peut en dire, alors, elle a été un petit peu tronquée. C'est-à-dire que je pense que les dispositifs en eux-mêmes ont été évalués, c'est-à-dire leur visibilité, la perception du message par les visiteurs, ça, c'est des choses, Ouais. voilà. Voilà, on n'a pas eu de dégâts. Voilà. On n'a pas eu de dégâts. Les agriculteurs ne sont pas plaire. Mm. Le berger ne nous a rien dit. Il était Lavandiculteur, associé. il est associé, mais il ne nous a pas dit j'ai eu des soucis cet été. Le lavandiculteur non plus. Donc, on présume que, que ça c'est que les gens ont bien respecté parce que le petit que l'on a, c'est que dans la commande que l'on a fait, on n'avait pas disons, le compte rendu inclus dans l'étude. Donc, bon, Ouais. c'est un peu ce qui nous a manqué. Mais mais par contre, les panneaux ont tous été respectés Mm. Mm. partout. Donc, ce qui veut dire que quand on met un panneau qui est respecté, il y en a pas qui ont disparu sauf un endroit. Donc, Mm. et d'autant plus que c'est du plastique, hein, Oui, ça s'enlevait très ça facilement. s'enlevait très facilement, n'importe qui pouvait partir avec. Et là, ce qui nous fait penser que ça a été un succès. Et dans la Méouge, dans la rivière, donc qui est sauvage, où il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien, on n'a pas ramassé de déchets. Donc, il y a eu moins de barrages. Alors, Les barrages, oui. cette histoire vaut aussi, on a la chance d'avoir des éco-guides. Les éco-guides qui accompagnent tout au long de l'été, tout juillet-août, nos visiteurs. Donc, ils ont pu aussi leur rappeler le dispositif, alors simplement leur montrant, leur expliquant ce qu'on a fait. Voilà, donc tout simplement, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que voilà, ce qui manque effectivement, et on en a conscience, c'est vraiment cette évaluation Combien de ça coûtait? l'efficacité. Oui, il y a une question sur le prix. L'efficacité, voilà, c'est très complexe et on découvrait aussi hein, la démarche des sciences comportementales. C'est la première fois d'ailleurs. Oui, oui, voilà, il y a très très peu d'exemples. Et on découvrait un petit peu tout ça et on a insuffisamment cadré dans le cahier des charges. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'était une étude à part entière, c'est-à-dire que se dire qu'un visiteur va vraiment changer de comportement à la vue d'un dispositif qu'on a installé, ça, voilà, ça présage de mettre en place une sorte de visiteur témoin, une sorte de visiteur qu'on interpelle au milieu de son parcours, une sorte de visiteur qu'on interpelle à la fin. Ça demande vraiment, je pense, une étude assez creusée qui malheureusement n'a pas pu être faite. Mais en on tout garde, cas, et ouais. de toute façon, nous élus, on garde, disons, dans l'idée de pouvoir continuer. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, combien ça coûtait. Oui. Quentin, je ne l'ai plus en tête. Alors, ça va paraître, ça paraît assez disproportionné, j'en ai tout à fait conscience, parce qu'en fait, il y a énormément de temps de travail, beaucoup d'ateliers et beaucoup de mobilisation en intelligence collective. Mais on est sur un projet à 70 000 euros pour les deux sites, alors que finalement, il n'en reste rien. Donc ça, j'en ai entièrement conscience. Ça peut surprendre. On a eu cette opportunité, on a souhaité la développer, on a souhaité s'en saisir. Après, voilà. Donc, les éléments peuvent tout à fait être transmis s'il y a des demandes un peu plus précises. Merci Voilà. Lucas pour cette présentation très, Donc, très innovante et très inspirante, je pense, pour d'autres sites Natura 2000. Léa, je te laisse la parole peut-être pour les questions. Oui, alors et effectivement, j'ai l'impression que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de nos participants parce qu'on a beaucoup de commentaires très positifs, comme quoi c'est une approche révolutionnaire, que c'est un super projet, que c'est génial. Il y a pas mal de questions du coup auxquelles vous avez naturellement apporté des réponses concernant l'aspect budgétaire. En lien avec l'aspect budgétaire, il y avait aussi une question un petit peu sous la forme de la boutade, mais qui en fait est une véritable question. C'est qu'en fait dans vos supports, à aucun moment on voyait afficher les financeurs, donc les logos, etc. Donc on peut facilement comprendre que dans ce genre de dispositif, mettre les logos, c'est pas le plus intéressant pour la cible finale. Est-ce que du coup ça a été un point de négociation particulier? Comment vous avez un petit peu contourné ça? oui, alors effectivement, on l'a annoncé hein, auprès donc, de nos financeurs, à l'époque, donc l'Adréal via le plan de relance.
Donc, c'est quelque chose qui a été clairement annoncé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le portail en question, le petit portail, il y Il y avait avait un il y avait panneau. une feuille plastifiée en fait avec les logos des financeurs qui effectivement n'étaient pas visibles, mais ils figuraient tout de même sur le dispositif. Il y avait il y avait à l'entrée du site un panneau d'information que je ne vous ai pas forcément présenté, mais qui retraçait un petit peu le parcours que les personnes pouvaient avoir sur le plateau de Saint-Laurent. Et là aussi, bon, un peu plus visible cette fois, il y avait les logos des financeurs dans un bandeau en dessous. Mais effectivement, c'est un vrai, je ne vais pas dire que c'est pas ça peut être un blocage dont il faut avoir conscience parce que justement, le nudge se veut neutre. Le message, bien souvent, n'est pas donné par une collectivité, n'est pas donné par une entité, il n'est pas politique. Il faut effectivement éviter autant que faire se peut les logos habituels. Après, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est finalement de coupler ce nudge et de le négocier de cette façon auprès des financeurs par un dispositif peut-être un peu plus classique de panneau d'entrée dans un site, qui, lui, par contre, comprend l'ensemble des logos, mais voilà, on essaie un petit peu d'en jouer et de négocier. Ok, En tout merci. état de cause, l'idée, c'est de surprendre et que ce soit instantané. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'indications et ce que l'on veut. Et, donc, on nous l'avait expliqué, on y a bien travaillé dessus. Il faut avoir une image de ce que l'on veut avoir. Où c'était intéressant et où ça n'avait jamais été fait, c'est que c'est un milieu, le nudge, c'est dans le milieu urbain. Et là, on a transplanté ça, justement, dans le cadre du plan de relance. J'ai vu un commentaire, on a pu le faire grâce au plan de relance. On a transporté cela en milieu, disons, pleine nature, où le cabinet n'avait jamais travaillé aussi. Donc, il a fallu transporter tout ça au milieu de nulle part, en gros. Donc, et c'est là où quand même, il reste beaucoup de choses. Nous, on peut renseigner au niveau du parc, on a cette expérience, on va sûrement s'en servir pour dupliquer, puisque après, il suffit de dupliquer, donc voilà. On va ce n'est pas one shot, on va continuer à travailler là-dessus pour arriver à faire autrement et pour pouvoir le dupliquer, pour pouvoir le partager. D'ailleurs, on le partage aujourd'hui. Je réagis à un petit commentaire qui redisait on remet des panneaux sur site. Oui, effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nudge et les sciences comportementales, ça s'inscrit bien dans un dispositif général. Ça a été rappelé par Frédéric. Le nudge en lui-même, c'est pas du tout une solution miracle. Il faut conserver, je pense, des supports de communication assez classiques qui peuvent être utiles à un public sensibilisé, en fait, qui va venir chercher justement cette information sur, ah bah tiens, telle espèce, ah bah tiens, le sonneur à ventre jaune est présent dans ces petites gourds, etc. Enfin voilà, ça peut être des choses très intéressantes pour des personnes qui s'y intéressent déjà. Ça peut être des supports pédagogiques pour, un animateur nature 2000 qui souhaiterait faire une animation. Mais effectivement, voilà, il faut vraiment avoir en tête que voilà, les sciences comportementales ne sont qu'un volet de la communication qu'on peut avoir auprès du public et des visiteurs. On nous pose une question, là, savoir si on va les remettre. On y pense, on a tout gardé. Oui, On a tout gardé, on y pense. Il faut qu'on s'organise. On ne les a pas déployés l'année dernière, il y a eu un petit manqué, je pense, mais on peut de toute façon les redéployer cette année. Alors, les éco-gardes, donc en région Rhône-Alpes, ce sont des éco-guides. C'est un peu différent de la garde donc, qui est déployée dans le sud, en région sud. On les finance grâce à des projets. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a du leader. Ouais. Ouais, c'est surtout la garde régionale forestière. C'est la garde régionale forestière, c'est des fonds régionaux. Il y a des fonds régionaux et il reste à charge de la collectivité 20%. Donc sur lequel
on va chaque année sur les appels à projets liés donc justement à cette gestion de fréquentation et surtout disons, ces patrouilles qui sont en Natura 2000, en territoire Natura 2000 autour du parc naturel régional. J'essaie de répondre au fur et à mesure au chat, mais bon. Après... Oui. Merci beaucoup. Juste pour finir très rapidement, parce que c'est une question qui a été affichée dans le chat, mais que je ne retrouve plus. Ça a peut-être été évoqué au début de votre présentation, mais pourquoi avoir fait le choix de vous orienter vers ces sciences comportementales? Qu'est-ce qui vous a un petit peu incité à sauter le pas vers cette approche nouvelle, en fait? Alors, on est. Alors, ce qui nous a c'est qu'on a réfléchi. Vous savez, on est sur un site, par exemple, on n'en a pas parlé, sur un site juste le Toulourec, on a des sites où la surfréquentation, le terme surfréquentation est vrai. Je vous donne un petit exemple. On a des gorges qui s'appellent les gorges Toulourec, qui sont à limite entre les deux parcs naturels régionaux, Vaucluse, du Ventoux et des Baronnies provençales. On a des gorges qui font 3 kilomètres de long, sur lesquelles on avait régulièrement en journée 2000, 3000 personnes qui étaient dans ces 3 kilomètres avec des gorges très, disons, très courtes, où on a été obligé de faire ce genre de dépliant, je le montre, où ils risquaient de se noyer en permanence, où on était obligé de leur dire n'y allez pas lorsqu'il pleut, tout ça. Donc, l'idée, et on s'est aperçu qu'ils piétinaient tout. Donc, ils faisaient des barrages. Donc, c'était de pouvoir. Il y a des panneaux, n'y allez pas, interdit, il y a des panneaux d'interdiction de partout, mais les gens ne respectaient pas. C'était de pouvoir trouver un autre mode de communication disons, le gendarme devant la porte qui mitraille à coups de 135 euros et qui dit voilà. Donc, on a eu des gens qui sont pris un peu de 135 euros et qui sont restés sur place. Ils ont dit, voilà, j'ai fait 200 kilomètres, ça me coûte 135 euros, je reste sur place. Donc c'est pour faire, pour que les gens prennent conscience, puisqu'il faut savoir que depuis le Covid, dans nos parcs, la population a changé. La nature, on la consomme. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de gens qui sont des consommateurs de la nature. Et ils ne sont pas forcément des usagers de la nature. Et moi, je fais de grosses différences entre quelqu'un qui vient consommer et quelqu'un qui vient profiter de la nature, de ce qu'elle peut lui donner. Les gens, ils prennent, ils ne cherchent pas à comprendre que l'impact qu'ils ont, l'impact humain que l'on peut avoir sur une rivière où on soulève les cailloux, il y a une biodiversité dessous, ne serait-ce dans l'autre site où on a des vautours qu'on a réintroduits il y a 25 ans, il faut une certaine quiétude, il faut des quiétudes, on a réussi à réintroduire des vautours en Baronnie provençale, c'était un pari il y a 25 ans qui était irréel. Maintenant, combien de vautours? 300 couples. On a 300 couples de vautours. On a introduit de nouvelles espèces. Il y a le gipette barbu, il y a le vautour moine. Donc, petit à petit, on arrive à réintroduire, mais cela, il faut que nos visiteurs puissent respecter la chose. Voilà. Et on n'arrivait pas à faire respecter, on a tenté ça. Voilà. C'est simplement l'idée venue comme ça. Hein. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le chat se calme doucement et qu'il y a pas mal de monde qui commence à se déconnecter. Donc Aurélie, je te laisse conclure. Oui, ou Jean-Luc, peut-être, vu que tu avais remis Ou ta Jean-Luc. caméra. Oui, déjà en remerciant tous les intervenants. Très rapidement, deux réflexions. Je pense qu'on a à faire une place sur des retours d'expérience d'outils de communication ou de procédés qui ont été mis en place au même titre qu'on fait les belles histoires. Peut-être que ça peut intégrer les belles histoires, mais peut-être que ça pourrait être aussi évoqué d'une autre façon. Ça me paraît très intéressant. Le dernier exemple qu'on a vu mériterait de trouver sa place dans le congrès des parcs à Narbonne en fin d'année.
sur le parc naturel des Pyrénées catalanes, on avait eu une expérience, un travail similaire à travers Que la montagne est belle, vous avez peut-être déjà vu, mais qui n'avait pas pris en compte la démarche scientifique que vous avez fait autour de la conscientisation des gens. Moi, ma réflexion, c'est qu'on est là tous à parler de préservation, de conservation dans le cadre des 2 directives qu'on a appliquées dans nos sites Natura 2000. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on sorte de nos sites Natura 2000, que la méthodologie appliquée, la concertation, la notion de contractuel de Natura 2000 puisse gagner l'ensemble du territoire. Parce que moi, je fais un constat un peu amer, c'est que je suis maire d'une commune en réserve naturelle nationale, en plus qui est en Natura 2000, qui va fêter ses 40 ans cette année, la réserve. Ça fait 40 ans qu'on préserve, qu'on conserve, et on est les premiers témoins de la chute de la biodiversité, de la disparition d'un certain nombre d'espèces. Et ça va être le thème du congrès Natura 2000 à Bussanque. Il est temps qu'on parle de restauration, hein, parce que, et ça a été évoqué avant hein, avec les vautours ou le gypaète, hein, le gypaète, c'est un grand succès, hein, puisque dans beaucoup de régions de France, on arrive à avoir des couples qui nidifient, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que le message que vous passez sur votre territoire en Baronnie provençale, il faut qu'on le passe sur l'ensemble du territoire, l'éducation vers l'ensemble des citoyens, parce que et ça, c'est à notre niveau de ce qu'on peut faire, hein. Après, restaurer, c'est aussi accepter que l'environnement, ce soit pas uniquement dans les aires protégées qu'on le prend en compte, parce que si on continue à mettre des pesticides partout, on en retrouve dans nos aires protégées, hein. Donc, si on protège quelques pastilles du territoire et qu'on continue de polluer à tout va sur le reste du territoire, eh ben, dans 15 ans, on fera le constat que, y compris dans nos aires protégées, on perd de la biodiversité encore. Donc, la restauration me paraît être à prendre en compte. Voilà. Merci en tout cas à tous. Peut-être Léa, Aurélie, mais je pense que vous avez déjà l'idée. C'est compliqué avec autant de monde de répondre à tous les chats et à toutes les choses. Je pense qu'il y aura un retour par rapport à cette journée avec le temps nécessaire pour répondre à tous ces questionnements. On l'a compris aujourd'hui, hein, la com, c'est comme dans tout ce qu'on fait ailleurs. Le nerf de la guerre, ça reste les budgets et les financements. On n'aura pas du France Relance tous les ans. On sait qu'on peut mobiliser un peu de fonds verts pour certaines actions, mais on a vu aussi que les difficultés financières du moment font que le fonds vert est réduit, même s'il existe encore, alors qu'il n'existait pas il y a quelques années. Et puis, le fonds vert, le France Relance, c'est du ponctuel. Et dans nos aires protégées, on a besoin d'investissement dans la constance et dans la durée. Donc, voilà, travaillons vers nos régions, travaillons vers tout le monde, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci à vous tous. Merci. Merci Jean-Luc. Eh bien, il me reste Merci qu'à à vous tous. souhaiter une bonne journée. Et puis, Merci à au plaisir de vous retrouver au congrès des élus au mois de juin, si vous venez. Et puis, on retrouve les gens d'Occitanie, pour certains d'entre eux, peut-être la semaine prochaine, à Argelès-Gazost, s'il y en a de parmi vous qui sont inscrits. Okay. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.